Donc, je vais reprendre quelques questions qui ont été posées durant le webinaire dans le chat. Alors, une première question de Monsieur Oscar Navarro qui aimerait connaître les choix et l'approche théorique et épistémologique qui a été utilisée, notamment avec les notions de santé, bien-être qui sont synonymes. Quelle définition vous avez utilisée pour le bien-être et pourquoi vous n'avez pas utilisé la notion de qualité de vie qui englobe cette notion de santé et de bien-être. Donc, Monsieur Oscar Navarro, si vous voulez préciser votre question, sinon on peut directement y répondre. Oui, bonjour, hein, et avant tout, merci pour cette présentation, un travail très impressionnant. Bravo, hein, et merci pour cet outil. C'est juste une curiosité, hein, et voilà, comme c'est un peu mon domaine, effectivement, j'ai plus, voilà, alors, j'imagine bien que c'est compliqué hein, de donner tous les détails, hein, le travail est assez conséquent et voilà, le temps est limité. Mais éventuellement, si vous auriez quelques éléments, parce que parfois j'avais l'impression que ces deux termes sont utilisés comme des synonymes, santé et environnement. D'ailleurs, vous parlez parfois des santé physique, euh, mentale et sociale, et parfois bien-être physique, bien-être mental et voilà. Donc voilà, c'était savoir si, est-ce que, voilà, au début, donc il y avait une présentation assez rapide, c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite enfin, c'est ce qui m'a provoqué la question. Et surtout quand vous présentez par la suite les méthodes, là, je m'interroge davantage, c'est pourquoi vous avez utilisé plutôt une échelle de stress que carrément une échelle de bien-être. Il en existe tellement. D'ailleurs, il y a des approches différentes. C'est pourquoi je voulais savoir si éventuellement il y avait un choix épistémologique hein, sur la conception que l'on fait, que l'on a du bien-être dans ces cadres-là. Et puis, corollairement, je me demanderais comment vous avez évalué. Alors, quand on parle de stress, effectivement, on est plus dans l'idée des santé mentales et donc plus absence de stress. Hein, donc, j'imagine que c'est un peu la logique. Et du coup, c'est un peu une contradiction à l'idée que, voilà, c'est pas l'absence de maladie ou, effectivement, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu confus pour moi. Et davantage aussi l'élément social, qu'est-ce qu'on appelle santé sociale ou bien-être social et comment peut-il être opérationnalisable et mesurable? Est-ce que c'est la cohésion sociale? Est-ce que c'est l'absence de sentiment d'insécurité? Est-ce que c'est l'identification sociale? Voilà. Voilà, je n'attends pas non plus hein, des réponses à tout, mais c'était éventuellement avoir quelques éléments pour mieux comprendre cet aspect santé et bien-être qui est d'ailleurs central hein, dans votre approche. Encore bravo et merci. Hein. Je veux bien commencer à poser quelques éléments, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les questions, mais alors les questions autour de santé, bien-être, en fait, alors elles renvoient malheureusement quelque chose, une diapositive qui n'est pas apparue pendant le webinaire, mais on en a parlé avec Jean-Claude sur la définition de la santé. En tout cas, ce que l'on entendait, la définition qu'il fallait entendre, comprendre pour comprendre les objectifs et les finalités de ce travail-là. Alors, santé, bien-être, synonyme, je ne sais pas, en tout cas, on a repris la définition de la santé qui est celle de l'OMS, qui est effectivement est celle de la santé comme un état de bien-être, et bien-être qui comprend les dimensions physiques, mentales, sociales. Donc voilà, c'est vraiment la santé au sens large. Alors du coup, effectivement, on peut les considérer comme synonymes. Alors je ne sais pas si cette définition, en revanche, renvoie aux approches hédoniques ou eudémoniques. Là, je saurais pas vous répondre. Et puis, pourquoi ne pas avoir utilisé la notion de qualité de vie? Je pense que c'est important pour nous de bien mettre en avant justement le terme santé et de définir ce que l'on entend par santé, ce que je viens de faire. Et du coup, voilà, on englobe tout un tas de choses. Mais voilà, il nous semble
primordial d'utiliser le terme santé. D'où, voilà, pourquoi est-ce qu'on parle plutôt de santé, de bien-être, qualité de vie qui effectivement englobe peut-être le tout. Et je pense que dans tout, qualité de vie, c'est aussi dans la définition de la santé que l'on a voulu vous faire passer. Donc voilà pour les premiers éléments que je pouvais donner sur les indicateurs et les échelles. Là, je laisserai plutôt la parole aux techniciens et concepteurs du guide. Oui, donc concernant, alors je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir en priorité, c'était juste pour donner une petite précision sur les échelles, sur les questionnaires de santé qu'on a utilisés. Effectivement, on a opéré notre sélection dans une, comme l'avait précisé Gilles, à partir d'une méta-analyse de l'OMS qui s'intéressait aux articles scientifiques qui traitaient du lien entre le végétal au sens large et la santé au sens large. Donc il y avait à peu près 260 études. On a recueilli une trentaine de questionnaires de cette méta-analyse. On les a comparés, donc c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est Pierre Axer et Bastien Vajou qui l'avaient fait en amont, pour effectivement, selon des critères de fiabilité, de sensibilité des échelles, et puis comment dire, oui, pour vérifier si effectivement les échelles mesuraient bien ce qu'elles étaient censées mesurer, si elles étaient sensibles au changement, si elles étaient robustes. Et il y avait effectivement le critère de savoir si c'était des outils qui étaient libres de droit. Mais concernant la robustesse, effectivement, on essayait de se référer également à la littérature scientifique pour voir les types, on va dire les sous-catégories de la santé qui étaient le plus souvent étudiées et qui présentaient le plus de liens avec l'expérience de nature et la fréquentation des espaces végétalisés. Donc c'est pour ça qu'on a recouru à l'outil. Alors c'est un outil en anglais, c'est World Health Organization Quality of Life, donc qui va recenser justement des critères sur la santé sociale, physique, mentale et la qualité de vie en général. Et effectivement, l'échelle de stress, c'était un questionnaire à part qui nous avait été suggéré, puisque effectivement, il y avait beaucoup de revues scientifiques qui révélaient un lien important entre effectivement le niveau de stress perçu et l'expérience de nature. C'était notamment aussi une des dimensions du travail de Bastien Vajou, qui a soutenu sa thèse sur le sujet des médiations végétales en lien avec la santé psychique, notamment. Donc voilà, c'était un choix donc, qui n'est peut-être pas complet, qui n'est peut-être pas exhaustif, mais qu'on a essayé de faire en sorte qu'il soit le plus étendu possible. Mais effectivement, cette notion de qualité de vie au sens large prend également en compte la dimension économique, qui est effectivement un des aspects qui est intégré dans notre questionnaire. Donc dans le World Health Organization Quality of Life, il y a également la question de l'aisance, on va dire, financière, enfin, la capacité à faire face au quotidien à des imprévus, des choses comme ça. Donc un aspect de résilience et de bien-être au sens large et de qualité de vie finalement qui est intégré dans ce questionnaire finalement. Donc après, j'avoue que je suis peut-être pas trop au fait entre les subtilités finalement entre qualité de vie, bien-être, mais il me semble que ces deux questionnaires englobent finalement ces définitions de façon assez satisfaisante. On peut peut-être passer à une question suivante. Je vois que le temps défile, je vais essayer de poser le maximum de questions possibles. Alors, j'ai eu une autre question de Dominique Lapérière. Pour le module D, est-ce qu'il y a eu une différence notable de CSP entre les groupes 1 et 2 pour l'application sur le projet Cours Saint-Lô? Puisque c'est un facteur fondamental qui peut vraiment biaiser l'enquête. C'est une question surtout pour Nathan. Voilà, donc au niveau des catégories socio-professionnelles, ce qu'on peut voir ici, donc effectivement, on a moins de cadres, par exemple, et de professions intellectuelles supérieures dans ce deuxième groupe. Pour le reste des catégories, c'est relativement représentatif, mis à part qu'on ait peut-être une surreprésentation des étudiants dans ce groupe-là. Donc peut-être moins de cadres, plus d'étudiants, c'est effectivement un facteur qui peut rentrer en compte, mais après, alors j'ai pas la figure ici, mais on a étudié effectivement le poids, l'influence de chaque variable sur l'ensemble des résultats au moyen d'un cercle des corrélations, donc qui permet d'établir les corrélations entre chaque variable, et ça permet effectivement de voir la force finalement d'influence de telle ou telle variable sur les autres variables.
Et a priori, la catégorie socio-professionnelle n'était pas vraiment significative concernant le reste des réponses. Donc après, effectivement, on a aussi, sur le quartier de la Roseraie, on avait des résultats qui étaient globalement similaires. Il y avait quelques variations. On n'avait pas affaire aux mêmes populations de base tout à fait. Sur la population globale, hein, sans parler de l'échantillon, même à proprement parler. Mais les tendances globales restaient les mêmes. C'était assez frappant d'ailleurs. Donc, après, c'est pour ça que l'étude mériterait d'être réitérée et étendue pour justement vérifier que ces tendances ne sont pas tout simplement des coups de chance ou qu'elles sont effectivement générales. En fait. Après, effectivement, il y a toujours l'influence du contexte, mais voir s'il y a des tendances de fond qu'on pourrait en dégager. Ce serait aussi l'intérêt d'étendre ce type d'études d'un point de vue purement scientifique et de connaissances fondamentales, outre l'aspect opérationnel de programmation urbaine et d'aménagement. Merci Nathan. Alors, une autre question de Nathalie Monteau. Quelles ont été les différences majeures de résultats entre les deux quartiers qui ont été étudiés, entre la Roseraie et Cours-Saint-Lô? Petite synthèse des grandes différences peut-être de résultats. En termes de différence, on n'avait pas du tout les mêmes quartiers. Par exemple, sur le quartier de la Roseraie, on avait une mixité culturelle qui était très importante, avec une forte représentation des habitats collectifs par rapport au quartier Cours-Saint-Lô. Donc ça a été une première différence entre nos deux quartiers. Sinon, comme on l'a vu avec les clusters, on retombait à peu près sur les mêmes choses que Cours-Saint-Lô. Et par contre, en termes d'usage, c'était pas du tout les mêmes typologies d'usage en fonction des espaces verts, puisque le quartier de Angers est très centré sur le quartier Cours-Saint-Lô est très centré sur la gare, avec des espaces végétalisés qui sont un peu, comment dire, soit au nord, soit au sud. Et alors que le quartier de la Roseraie, on avait beaucoup de squares en pied d'immeuble, à la différence du quartier Cours-Saint-Lô. Et donc, du coup, en termes de typologie d'usage, on était un petit peu différents. Si tu veux rajouter quelque chose, Nathan, moi je pense que… Non, je pense que l'essentiel est dit, effectivement. On peut peut-être rajouter que on a trouvé intéressant, mais évidemment, c'est les résultats qui le disent. Il y avait une complémentarité finalement, parce que sur Cours-Saint-Lô, une limite qu'on avait pu identifier, c'est que on n'avait pas suffisamment finalement enquêté dans les habitats collectifs, notamment parce que c'est difficile souvent d'y accéder. Et on a trouvé que c'était intéressant l'apport de l'étude sur le quartier de la Roseraie, parce que là, du coup, il y a beaucoup d'habitats collectifs, et donc on a pu avoir des résultats par rapport à donc ce type d'habitat. Ce que dit Jeanne reste vrai après pour les différences entre les deux quartiers. Mais je veux bien intervenir. En fait, mais comme l'a dit Jeanne, en fait, le choix des quartiers n'a pas été par hasard. C'est-à-dire qu'on a volontairement choisi des quartiers qui étaient contrastés, on va dire, en termes de représentation. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, alors, il y a des choses qui sont communes, et il y a des choses qui sont différentes. Ce qui est intéressant et ce qui nous conforte, on va dire, par rapport à l'approche de la méthode, c'est que les questionnaires tels qu'on l'a construit permet de différencier différents types de comportements usagers. Et ça, on le retrouve aussi bien sur le quartier de la Gare que sur le quartier de la Roseraie. On voit aussi que les gens qui vont plus dans les espaces verts, alors, notamment les gens qui ont des espaces verts privés, donc ils vont bien sûr plus souvent vont effectivement avoir des scores de santé qui vont être supérieurs. Alors, ceci est aussi à corréler avec d'autres déterminants de santé. Là-dessus, on est bien d'accord. Et puis, à l'inversement, il y a les gens qui pratiquent peu les espaces verts publics qui du coup, ont des scores de santé parallèlement plus faibles. Ce qu'on voit quand même, c'est que effectivement, sur la Roseraie, on a un habitat collectif, on a aussi une mixité culturelle. Ce qu'on n'a peut-être pas bien développé aussi, c'est que en fait, ce qui est important pour mesurer en fait l'impact de cette relation végétale
avec la santé de l'habitant, c'est cette notion de perception. C'est-à-dire que pour certains qui ont toujours vécu dans un monde très minéral, en fait, peu de végétal, ils vont avoir une perception que ce soit très végétalisé. Pour d'autres qui ont vécu beaucoup dans un monde très végétalisé, un peu de végétal en ville, ils vont trouver qu'il n'y a pas de végétal, quoi. Donc cette notion de perception est importante. Et donc on a approché cette perception par rapport à l'approche aussi culturelle, à la diversité culturelle qu'on a dans le quartier de la Roseraie, introduit aussi une diversité d'expériences de nature et une diversité aussi de perception du végétal. Et donc ce qu'on voit bien aujourd'hui, notamment par rapport à l'usage des espaces dans le quartier de la Roseraie, à une expression très forte d'incivilité, qu'il y a un travail en fait, important de communication par rapport à la population, à cette population-là, d'appropriation de ces espaces extérieurs publics, qui n'est pas obligatoirement toujours dans leur culture. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une démarche de communication importante à faire auprès de cette population, qui n'a pas obligatoirement des scores de santé très élevés, alors qu'il y a quand même une véritable offre d'espaces végétalisés dans ce quartier-là. Dans le quartier de la Gare, et Nathan le montrait bien, on voyait le côté nord, le côté sud, bon, avec la rupture au niveau des rails, on voit bien qu'il y a quand même une offre, je veux dire, d'espaces végétalisés de qualité, avec des parcs reconnus de qualité, mais peut-être, on a noté notamment une certaine lisibilité, une certaine accessibilité. Donc, on a besoin de travailler justement sur cette mise en valeur en fait, d'un patrimoine végétal existant auquel la population est peut-être plus préparée à aller user de ces espaces. Merci Gilles. Alors j'enchaîne sur une question de Léa Andreux qui rejoint un petit peu une question d'Alex Guillet sur le module E et la notion des illuminations et des recommandations. Est-ce qu'ils ont été conçus avec les usagers qui ont répondu aux enquêtes ou avec les collectivités, ou est-ce qu'ils ont été conçus en interne, et si c'est le cas, est-ce qu'ils ont été présentés à ces usagers et collectivités? Est-ce que vous avez pu avoir un retour d'Angers Métropole et Angers sur les préconisations et les leviers d'action que vous avez pu recommander et proposer? Alors, je veux bien répondre parce que effectivement, c'est un point, je veux dire un point pour lequel on n'a pas encore complètement abouti, parce qu'il est important après ce travail de retourner vers les habitants, de travailler, comme je disais à un moment donné, avec le commanditaire. Voilà, ce qu'on n'a pas encore abouti sur les deux quartiers sur lesquels on a travaillé. Et j'avais un message tout à l'heure quand j'ai voir Métropole, par ailleurs, qui proposait qu'on se rencontre rapidement pour échanger là-dessus. Donc ça, ce retour est extrêmement important. Mais le premier retour, et Jeanne l'a présenté tout à l'heure par rapport à la Roseraie, dans le cadre du module D, et c'est effectivement les échanges qu'on peut avoir aussi sur le terrain avec les habitants, c'est-à-dire ne pas se limiter à l'enquête, de donner d'enquête, mais aller aussi sur le terrain, discuter avec les habitants, c'est aussi récolter certaines de leurs propositions. Parce qu'ils ont aussi des propositions à faire. Après, il faut qu'on voie comment ça a une cohérence après avec l'ensemble des résultats de la méthode et que ça a aussi une cohérence en termes de représentativité globale au niveau du quartier. Mais là, effectivement, c'est un travail qui se termine et là, du coup, ce module doit vraiment être fait en collaboration avec les représentants locaux, les responsables locaux, on va dire, des espaces. Je veux bien compléter par rapport à ma présentation. L'avertissement que j'ai mis en début de présentation du module, elle témoigne de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des hypothèses que l'on a avancées et elles doivent être aujourd'hui travaillées avec les acteurs de la ville et les habitants, bien évidemment, en premier lieu. Moi, la question de la maîtrise d'usage, elle est absolument déterminante si on veut qu'il y ait une appropriation et une efficience de ce qu'on propose. Sinon, on tape à côté. Je dirais, les processus d'aménagement autoritaire, on voit ce que ça a produit. Et aujourd'hui, cette forme urbaine et ces espaces-là, on n'a plus le droit de produire du délaissé ou des espaces non pratiqués, quoi. Alors, je suis pas non plus dans une approche de l'hyperfonctionnalisme à tout va. Il y a des besoins de respiration. Et du coup, il faut qu'on retourne vers les élus et voilà. Alors, par contre, moi, je peux vous apporter un témoignage sur ma pratique
puisque depuis un certain temps, je fais des ateliers de co-conception, de co-réalisation, que je fais aussi avec des collègues, avec Béatrice, par exemple, et on voit bien la manière dont les choses peuvent se déployer plus favorablement dans certaines situations que dans d'autres. On a des contextes qui permettront d'avoir un vrai ancrage et des vrais échanges et des partages, je dirais, d'objectifs pour aller vers ces manières, on va dire, alternatives de faire du commun et faire de l'espace public, et puis d'autres situations où ça va être plus difficile, il y aura plus de résistance aussi. Et puis le point que je voudrais mettre quand même, c'est la question de la gestion de ces espaces-là une fois qu'on les a réalisés, mis en œuvre, quoi. C'est fondamental, c'est-à-dire comment ça vit derrière, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est des vraies questions que vont se poser, et que se posent déjà les collectivités. Quand on voit la question des moyens dont elles disposent pour gérer les espaces végétalisés, comment il y a eu ces débuts de partenariats public-privé pour faire en sorte que les habitants s'approprient les pieds de mur, les pieds d'arbres et les espaces qui sont attenants à leurs espaces de vie. Donc tout ça suppose un vrai changement de paradigme. Alors, j'ai pas dit que c'était facile, mais en tout cas, c'est nécessaire. Et là, donc, il faut qu'on avance là-dessus. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vous présente là, ce travail-là n'a pas été mené avec des allers-retours avec les habitants. Je laisse Jeanne, si elle veut compléter, si elle le souhaite. Le fait d'avoir impliqué aussi les habitants dans l'enquête, ça a permis que ils se sentent acteurs de leur territoire et enfin sont forts de propositions aussi. Nous, en termes d'aménagement et de recommandations. Après, on en suit, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas suivre malheureusement. Mais c'était vraiment important d'aller les voir puisque c'est aussi un peu leur quartier et c'est eux qui y vivent. Donc, c'est bien d'avoir leur vision et de comprendre pourquoi ils vont dans ces espaces et qu'est-ce qu'ils y attendent. Oui, si je peux me permettre, juste c'est pour faire bien la distinction entre l'enquête qui a été menée pour récolter les données de santé et d'usage, et d'un autre côté, Jeanne avait aussi mis en place effectivement des entretiens semi-directifs qui étaient effectivement plus orientés ressenti des habitants, avec des données qui ne rentraient pas forcément dans des cases comme dans une enquête, on va dire, quantitative. Donc ça permettait d'avoir une prospection et puis un développement un peu plus fin, effectivement. Et de comprendre l'expérience de nature notamment. C'est ça, effectivement, oui, le niveau d'exposition et l'intérêt des habitants dans ces questions-là. Donc c'est deux outils complémentaires en fait. L'enquête d'un côté diffusée qui peut être, comment dire, on peut y répondre en ligne, et d'un autre côté les entretiens qui peuvent être faits sur place dans les parcs et jardins, dans la rue ou par téléphone par exemple. C'est voilà, deux approches complémentaires. Merci. Je pense qu'on a le temps pour encore une ou deux questions. Alors, une question de Germain Grangeur. Les profils des deux quartiers étant clairement établis, est-ce qu'il n'était pas possible d'obtenir des valeurs mesurées sur l'influence réelle des espaces végétalisés sur les différents composants de la santé? En fait, l'objectif de la méthode, c'est vraiment de travailler sur un quartier, quoi. Et on voit bien que c'est l'unité de vie de l'habitant, et c'est sûrement là le plus difficile de travailler. Alors, on peut toujours, aujourd'hui, il y a plein de données, on a plein de données sur le végétal, sur l'environnement favorable à la santé, donc on peut faire du copier-coller en ajustant un petit peu par intuition, mais je pense que c'est extrêmement dangereux. Et d'autre part, c'est peut-être pas le meilleur moyen, comme disait Vincent tout à l'heure, d'impliquer les habitants dans la réalisation de leur propre quartier. Donc d'un côté, je pense que c'est vraiment important d'aller dans le quartier, et cette méthode a été conçue pour ça. Mais d'un autre côté aussi, ces données, c'est pour ça que dans la bibliographie, on n'a pas ce genre de données. Et le fait d'avoir travaillé déjà sur deux quartiers, c'est ce que je crois, vous entendez un peu Nathan, commence déjà à nous permettre, quand on compile, on va dire, les données de ces deux quartiers, d'avoir quand même déjà un nombre de personnes enquêtées relativement important et une analyse relativement importante, de faire émerger des choses nouvelles. Et notamment, je voudrais juste en donner une ici qui moi, je trouvais intéressante parce que je n'ai pas trouvé de bibliographie dessus. C'est que on voit que, par exemple, le fait d'aller souvent dans un espace végétalisé et pas longtemps, a un effet très favorable par rapport à la santé mentale. Donc ça,
aujourd'hui, vous savez qu'on préconise au niveau des villes d'avoir, on parle de mètres carrés par habitant, on parle de distance, on parle de 300 mètres entre l'habitation et le logement, et on parle des espaces urbains où les gens vont faire leur footing, le sport, et ça c'est très bon pour la santé physique. Hein, mais le fait aussi qu'on ait des espaces au pied d'immeubles, des choses de proximité, hein, ce genre de travail, si on, voilà, quand il sera appliqué dans un nombre de plus en plus important de quartiers et dans les différentes villes françaises, eh bien, permettra aussi de faire ressortir un certain nombre d'éléments, mais mesurables à l'échelle du quartier. C'est ça que je pense que c'est important par rapport à la bibliographie nationale ou internationale qui existe aujourd'hui et qu'on a largement, je veux dire, dépouillée. Ça marche. Merci Gilles. Bon, il est 11h30. Je pense qu'on peut, on va devoir arrêter là. Désolée pour les personnes qui ont posé des questions ou que je n'ai pas pu poser. Donc il est possible, on va récupérer toutes les questions que vous avez posées. Je vais les transmettre aux différents intervenants et on essaiera de vous répondre au mieux, même si on n'a pas pu vous répondre aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. Merci aux différents intervenants. Oui. Je voudrais quand même juste dire un mot. Et je me permets de relancer aussi l'appel que Alice avait mis en conclusion. Hein. Effectivement, s'il y a des villes qui sont prêts à s'engager pour mettre en place cette méthode, pour faire partie d'ateliers pilotes, Oui, Nathan, remets la diapo avec les... Pour vous former, pour vous encadrer, pour vous accompagner. Je pense que c'est important. D'une part, faire connaître la méthode et également, on va dire, augmenter sa robustesse et puis surtout apporter des réponses sur des quartiers auxquels vous vous posez un certain nombre de questions au niveau de votre ville par rapport à des projets d'aménagement. Je te laisse la parole, excuse-moi Alice. Non, c'est parfait, tu as conclu. Donc Nathan a remis la diapo avec les contacts si vous êtes intéressé par cette méthode. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et merci à tous.